J'étais un peu malade tout à l'heure, juste vers la fin de la présentation de Philippe, parce que je dis « This is going to be a hard act to follow ». Alors, pour ceux qui... Bon, Philippe a parlé beaucoup des Américains, donc bon, vous avez un vrai Américain ici, mais pas tout à fait vrai. Je suis moitié américain, moitié grec et moitié français. Les troisièmes étant un peu... Voilà. Donc, je ne sais pas, mais ce n'était pas dans mes études. Les maths n'étaient pas mon point fort. Mais, donc, it's a hard act to follow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, après Philippe qui a parlé qu'il faut faire tout vite, très vite, qu'il ne faut pas utiliser de PowerPoint. Or, j'ai des PowerPoint. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il avait tellement de perles, parce que moi j'étais en train de noter ces perles, mais là j'étais perturbé par sa présentation, parce que ma présentation est très différente. Donc j'espère que... une chose que j'ai pris de lui, de beaucoup de ses perles de sagesse, c'est « Promise little and hope that you'll get a lot » à la fin. Donc je vous promets pas grand-chose dans la relation client, et j'espère que vous avez obtenu quelques miettes de ces présentations. OK. Donc, mon background, effectivement, c'est dans la recherche à l'origine, aux États-Unis, à New York, à Princeton, et par la suite, je suis venu en France. Donc, j'ai grandi en Grèce, donc je suis dans les news tous les temps, là, actuellement. Heure après heure, donc je suis très fier de regarder mes compatriotes détruire, enfin, on s'est détruit la Grèce. Et donc, mais je suis américain aussi, donc ça me booste un petit peu, parce qu'il paraît qu'on est positive, très constructive dans le monde. Et j'ai la France qui est un petit peu l'intermédiaire entre les deux. Géographiquement, au moins. OK. Alors, l'idée ici, c'est un petit peu cette... Ça me parle, cette petite bande dessinée, parce qu'il exprime les néants. Il exprime l'importance de la technologie dans notre ère. Oui. Il exprime un paradoxe. On parle beaucoup de l'importance de la créativité, de l'innovation, et pourtant on vit dans des environnements, c'est-à-dire on vit, quand je dis les entreprises, professionnellement, on vit dans des environnements qui sont de hauts lieux de résistance à la créativité. Donc, quand je dis ça, bien sûr, je suis un petit peu aussi provoqué, mais essentiellement, les organisations sont faites pour résister aux forces centrifuges, en mettant en place des procédures, des normes, de ISO 30044, je ne sais pas où on en est actuellement. Il y a beaucoup de process, il y a beaucoup de hiérarchie, bien sûr, et c'est un système, un système qui est formidable pour que les choses, la machine tourne, mais ce n'est pas toujours la machine à innover. Et le paradoxe, c'est qu'on reconnaît tous aujourd'hui l'importance de l'importance est humaine par rapport aux personnes qui travaillent là, et l'importance au niveau financier pour l'entreprise d'être innovant. Mais c'est un peu difficile à réconcilier avec certaines traditions et la conception même de l'organisation qui, au début, était une conception de fiabilité, en quelque sorte d'une réaction correcte et mesurée aux demandes des clients, gentiment de proposer des nouveautés, en bien sûr sachant ce que le client a besoin. Et comme Philippe avait dit, en fait, comme Philippe cite Steve Jobs à dire, ce n'est pas les clients qui vont dire quel est le next big thing. C'est plutôt qu'il faut proposer, et après peut-être le client va le reconnaître, et on va voir ça selon les recettes qui vont suivre. Donc, la question, c'est effectivement comment faire quelque chose de ça. Et bien sûr, on peut partir dans les fantasies. Vous allez m'excuser de temps en temps, l'anglais
va échapper de ma bouche un petit peu plus vite que ce que je peux contrôler. Mais essentiellement, l'idée de sortir du cadre et de penser autrement est quelque chose qui est faisable, mais pas facile. Et je ne dis pas qu'en France. Bien sûr, il y a des success stories partout dans le monde, mais les success stories sont souvent minoritaires. Et on les cite, et c'est bien de les citer dans les livres et ainsi de suite, mais ils ne sont pas tous, toutes les entreprises, quelles que soient aux États-Unis, en Danemark, n'importe, ne sont pas innovantes. Mais tous, presque, reconnaissent le besoin de se faire, de tourner dans ça. Donc, il y a plusieurs choses à faire avec pour cette cadre-là, qui est dans son cadre. Il a plusieurs soucis qu'il a quand il dit « moi aussi je veux être créatif, mais comment ?» Et un de ces soucis, où je vais les mettre tous, un de ceux-là, c'est les contextes macroéconomiques. Est-ce qu'on est dans une récession? Est-ce qu'on pousse pour la créativité? Des contextes qui sont complètement en dehors des besoins et du contrôle d'une organisation. C'est le contexte national, international, européen, tout ce que vous voulez. Après, il y a quelque chose de plus spécifique à l'organisation, c'est la culture de l'organisation. Et la culture d'une organisation et son histoire, et ses traditions, et sa façon de faire, c'est quelque chose qui est bien enraciné, généralement, et ce n'est pas l'individu ou même une équipe qui peut le changer du jour au lendemain. Et après, il y a les climats aussi dans l'organisation, et là, on peut dire les météos, on parle, quelle est la météo? Eh bien, quelle est la météo au sein d'une organisation? Est-ce que c'est un climat qui soutient, qui accueille la prise d'initiative, le courage, le bon courage? Est-ce que c'est un climat qui, plus ou moins, on va se fliquer mutuellement pour être sûr qu'on ne dépasse pas certaines bornes? Est-ce que c'est un climat qui permet les risques, qui permet les erreurs? Donc, ce sont des choses aussi, bien sûr, qui sont à la fois assez fuzzy, assez floues, et à la fois extrêmement concrètes par rapport à leur impact sur le comportement et sur les idées d'une personne. Donc, ce sont des choses qui sont un petit peu en dehors de l'individu ou même d'un manager d'une équipe, mais il y a aussi des choses qui sont accessibles tout de suite. Et là, bon, je le dirais, c'est l'état d'esprit. C'est un état d'esprit qui favorise ou qui bloque l'émergence des idées nouvelles et pertinentes, recevables, intéressantes. Et l'autre, bien sûr, c'est la question de est-ce que j'ai le know-how, est-ce que je sais comment commencer avec un challenge intéressant, mobilisant, et au bout de la journée ou au bout de 2 semaines, avoir de super idées et des réponses qui peuvent devenir des innovations. Et je ne parle pas d'innovation produit nécessairement, des innovations à tout niveau. Donc, on est là. Et on peut avoir plusieurs hypothèses sur ce qui fait ces messieurs-là, bien sûr. Si je vous interroge, j'imagine que vous allez sortir plusieurs. Mais bon, je suis assez haut là. On est un peu dans une situation top-down. Mais c'est une métaphore. C'est une métaphore pour présenter pas mal de choses qui font que ça vient de l'intérieur, que ça vient de l'extérieur, il y a pas mal de sources de résistance, si je peux dire, aux pensées autrement. Il y a peut-être aussi un qui vous étonne, peut-être la plupart vous le reconnaissez, mais je l'ai mis bien au milieu. C'est lesquels qui vous semblent les plus bizarres? Biologie. Parce qu'on est tellement habitué de dire, mais attends, les enfants sont hyper créatifs, on est naturellement créatifs. Quand on arrive, en fait, s'il y a des coupables qui font qu'on n'est pas aussi créatif qu'on aurait pu l'être aujourd'hui, c'est l'éducation, c'est la formation professionnelle, c'est les top-down, c'est les regards des autres. C'est un petit peu l'environnement qui vient
et qui nous formate progressivement, en commençant à l'enfance. Et ça, c'est absolument vrai. Toutefois, il y a aussi des facteurs qui sont purement biologiques. Et je parle de la fabrication du cerveau, tout simplement. Alors, regardez ces jolis enfants, ce n'est pas les miens. Ils découvrent pour la première fois un objet. Nous, on l'appelle un verre. Quelle est la prochaine scène, d'après vous? Boum, hein, il va jouer avec, bien sûr, ce qu'il lui il appelle jouer, mais on va, bien sûr, une fois qu'il a perçu, une fois qu'il a stocké 2-3 choses, après, les verres se retrouvent par terre. Et la prochaine scène, c'est quoi? C'est papa ou maman? Enfin, l'un ou l'autre a entendu le verre, en 3 secondes chrono, ils sont là, et la prochaine scène, ils crient, etc. Mais en admettant qu'ils ont fait un petit cours sur la créativité, peut-être ils vont être un peu plus calmes. Mais généralement, ce qui va se passer, si on refait le scénario, il y a maman qui va sortir des informations sémantiques, et il y a papa qui va arriver sur les informations sur la fonction, hein, tout ça dans l'intérêt de l'éducation. Bien sûr, quelque part au sein de ce système hyper complexe qu'on a entre les deux oreilles, il y aura un sort de représentation qui va se former, quasiment permanente. La première fois, la deuxième fois, tôt ou tard, ça va arriver et ça va se figer. Et à partir de ce moment-là, cet objet, le verre, est mort. Mort dans le sens que le seul intérêt, c'est une fois que je le vois tout de suite, je reconnais la forme, je connais la fonction et je connais les mots qui vont avec. Donc, je peux naviguer autour de cet objet aussi bien que les adultes. Et ça ne présente plus aucun intérêt, sauf quand j'ai soif. Et ça, ce n'est pas l'éducation. Ça, c'est mon cerveau qui dit, une fois que tu développes un automatisme vis-à-vis un objet, un produit, une situation dans l'environnement, tu n'as plus besoin de te prendre la tête là-dessus. Ça sort dans quelques millisecondes et tu as la réponse. Et Newton aurait dit, ça c'est la conservation d'énergie, c'est l'inertie. Tout simplement, tu prends le toboggan et tu as la réponse. Donc, tu n'as plus besoin d'être créatif, c'est-à-dire de poser des questions, d'inventer, de découvrir. Donc ça, c'est très, très profondément enraciné en nous, en tant que système biologique, en tant que système physique. Et donc, pourquoi je dis tout ça? C'est parce que, quelque part, c'est normal de ne pas être créatif. C'est normal. On peut très bien survivre en tant que toute notre vie sans particulièrement sortir de notre cadre. On ne va pas être forcément heureux, mais on peut très bien le faire. Ou on peut se séparer et dire, dans le travail, c'est une chose, la vie privée, j'ai ma guitare, c'est là que je serai créatif. OK, donc tout ça pour dire qu'il y a deux modes, deux façons de penser les choses. Une, vous reconnaissez certainement ces métaphores qu'on utilise, cerveau gauche, cerveau droit. Hein, c'est pas tout à fait juste parce que le cerveau est très actif. Tout le cerveau est très actif pour toutes sortes d'activités, mais c'est un bon métaphore pour représenter deux formes de pensée, d'activité mentale. Une qu'on appelle la pensée convergente. Et la pensée convergente, c'est en gros, je vois quelque chose, j'ai un problème, c'est-à-dire il y a quelque chose qui rentre dans mon chemin ici, je le vois. Le problème, c'est de résoudre si je connais, si je ne connais pas, de les identifier. Donc, quand c'est reconnu, excusez-moi, tout de suite, je converge, je dis, c'est un verre, c'est pour boire, on ferme les dossiers, on passe à autre chose. On dirait, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre chose à faire? Enfin, OK. Mais il est vrai qu'il y a une autre façon de penser cet même objet, c'est de le penser comme un tremplin d'exploration.
Et ça, c'est ce qu'on appelle la pensée divergente. Donc la pensée divergente tourne autour de la poésie, les métaphores, le symbolisme, la promenade. Il n'a pas, en apparence, il n'a pas d'objectif précis d'identifier l'objet et de l'utiliser tout de suite. Donc, quand on pense créativité, on a tendance à penser à ça. Vous êtes d'accord? Ça, c'est ce qui nous semble naturel. En fait, la créativité, c'est les deux. C'est la capacité d'utiliser la divergence, d'utiliser cette ouverture, cet tâtonnement de l'esprit dans un espace beaucoup plus large que le cadre, pour refocaliser sur une nouvelle possibilité et de le développer. Et pour que cette nouvelle possibilité devienne les nouveaux items d'intérêt du point de vue professionnel, du point de vue commercial, ce que vous voulez. Une innovation. Donc, si, par exemple, ce monsieur décide que j'ai une idée géniale, je peux faire un mini-aquarium à partir de mes verres. J'ai 5000 verres dans l'usine. Je ne vends plus parce que tous mes clients ont découvert qu'ils peuvent acheter des verres chinois ou autres beaucoup moins chers tout de suite. Donc, lui, il a des problèmes avec son usine. Eh bien, il dit, tiens, voilà, je vais faire ça. Je vais faire des mini-aquariums. Et la prochaine scène, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ou autour de lui, dans son entourage? Il est fou. Il est fou. Enfin, c'est ça. C'est-à-dire que tout de suite, l'avocat du diable, les critiques, je ne veux pas dire les déprimés, mais c'est lui qui trouve plein de raisons tout à fait intelligentes et raisonnées pour dire que mais ce que vous proposez là, c'est absolument la folie. Et donc, voilà notre dilemme. Le dilemme, c'est que les divergents vont très loin, très vite, et il ouvre des nouvelles pistes, mais qui ne sont pas réalistes, et les convergents veulent les assurances tout de suite que c'est une vraie valeur ajoutée, c'est une vraie innovation, et pas une folie. Et c'est ça, du point de vue de l'entrepreneur, du manager, du leader, de tout le monde, la question c'est comment réconcilier ces sortes de conflits entre ces deux différentes tendances. Alors, vous connaissez peut-être ces films. Ça vous dit quelque chose? Alors, j'aimerais prendre un petit peu quelques catalyseurs de créativité. Et les premières, c'est justement ce que ce film est en train de suggérer. Les premières, c'est est-ce qu'on peut, en quelque sorte, renverser cette tendance tout à fait naturelle qui est de prendre nos connaissances, de former un réflexe et de dire « Ah, c'est une bouteille de Coca-Cola, je connais tout. C'est réglé. » En fait, on vit sans arrêt dans le déjà-vu. Et les premières choses qu'on fait en tant qu'essayer de faire un catalyseur de créativité, c'est dire traitons les choses comme un jamais vu, plutôt qu'un déjà vu. Et comment je peux avoir un regard dans lequel je n'injecte pas tous mes acquis, tous mes présupposés, mais j'essaie de prendre distance et de dire je vais être comme un anthropologue qui rentre dans un nouveau terrain, un territoire que je n'ai pas étudié jusqu'à l'état. Je ne viens pas avec tous mes cadres, mes présupposés, et ainsi de suite. Je viens étudier, comprendre, presque comme un martien qui débarque et qui veut comprendre qu'est-ce que c'est ces trucs, ces choses-là, cette forme, à quoi ça sert, à quoi ça peut servir. Prendre du recul par rapport à notre quotidien. Ça, c'est les premiers aspects, les premiers catalyseurs de la créativité. En quelque sorte, redevenir candide. Vous peut-être devinez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de... Bon, il n'a pas le lunettes comme moi. Il est en train de lire la
la date d'expiration, la date de péremption de nourriture. Ce qui pose un problème assez systématiquement parce que tout le monde n'arrive pas à lire ou parce que l'encre peut partir pour différentes raisons. C'est une innovation qui commence à faire un peu vieux, voilà, vieille. Et il y avait un groupe qui a essayé de trouver une alternative. Est-ce qu'il y a une meilleure manière de présenter la date de péremption, enfin, d'avertir les consommateurs au fait que cette nourriture n'est pas à manger, n'est plus à manger. Et ils étaient bloqués parce que finalement, ils disent, après beaucoup de réflexion, dans une session de créativité, ils ont vu que la meilleure solution, c'est simplement de trouver des lettres, des polices qui sont plus grands, enfin, de trouver une manière de rendre plus lisible la date de péremption. Mais à un moment donné, l'animateur a coupé la session, il dit, on va sortir un petit peu la tête de cette pièce et on va regarder autour de nous. Et il se trouve que c'était l'automne, c'était dans le nord-est des États-Unis, c'était l'automne, et il y a un qui est rentré avec quelques feuilles, et il dit, j'ai une idée. Et l'idée, peut-être vous l'avez deviné, c'est ce qui est devenu les smart labels, c'est-à-dire l'idée qu'on peut représenter par un code couleur très connu, universellement connu, qui est que le vert, c'est vivant, les marrons, c'est mort, et il y a toutes les transitions de couleurs entre les deux qui sont assez connues. Et c'était une façon de donner l'information sur la péremption qui était beaucoup plus intuitive et parlante, mais qui est venue d'un ailleurs. Ça ne s'est pas venu en pensant, en étant dans le cadre de cette pièce où ils étaient en train de faire leur brainstorming, ça s'est venu par quelque chose qui n'avait rien à voir, en quelque sorte. Donc, c'est cette sorte d'innocence, cette sorte de changement de regard qui est souvent au fond des innovations qui nous entourent. En première. Une deuxième dynamique. Chercher beaucoup d'idées avant de chercher des solutions. Donc, tout à l'heure, je ne sais pas si Philippe est là, je ne le vois pas. Il est là? Non, ok. Parce que je vais... Tout à l'heure, Philippe disait, allons plus vite, essayez des choses, prenez des risques, ne cherchez pas de la grande process d'innovation qui va finalement aboutir à quelque chose hyper sécurisé, sûr, avec toutes les études, market, etc. derrière. Effectivement, une stratégie qui est derrière la créativité, c'est de tenter plein de choses, d'être expérimentateur. C'est-à-dire, dans ce qu'on appelle la fluidité mentale, face à une question, de proposer autant que possible de se libérer des contraintes, du réalisme, de praticité, d'être pragmatique, d'être dans les budgets, d'être dans les considérations techniques qui nous concernent, pendant un certain temps, de viser simplement les idées et pas les solutions. Et Edison, qui était une des personnes les plus brevetées qui a jamais vécu, il disait que l'invention est 5% inspiration, 95% transpiration. Et il parlait de ces allers-retours entre idées, test, retourne, test, pour trouver la lumière, l'ampoule, les filaments qui est dans l'ampoule. Il a fait 6000 essais juste pour le filament, pour trouver la matière qui pouvait tenir. Et Dyson est un autre exemple parce qu'on admire tous son aspirateur, mais dans le back-office, si on regarde ce qui s'était en train de passer, pour arriver là, on voit qu'il avait plus que 5000 essais pour arriver à quelque chose qui était réellement intéressant et opérationnel. OK. Une troisième chose que j'aimerais mentionner, la flexibilité. La souplesse de l'esprit, le changement de regard sur les choses. Vous connaissez tous, j'imagine, une technique, le brainstorming. Oui, vous avez utilisé. Alors,
le brainstorming, en quelque sorte, c'est une approche qui profite de la fluidité mentale. On tente de créer des situations pour que beaucoup de monde puisse contribuer librement, plein d'idées, sans autocensure, sans critiquer l'un de l'autre, etc. C'est ça l'idée. Mais il y a des meilleures techniques que ça. Des techniques qui nous obligent de changer littéralement, de changer perspective sur la question. Je vais juste être sûr une seconde parce que je sais que j'ai souvent beaucoup plus des interactions avec mon public plutôt que de faire une conférence comme ça, et je les préfère de loin. Donc, je ne sais pas si vous êtes toujours là ou si vous êtes en train de vous endormir. Mais vous savez, je reviens à cette conférence qu'on a entendue tout à l'heure de Philippe. Il a fini par dire il vaut mieux avoir une équipe chez vous qui est en quelque sorte protégée du quotidien, au moins de temps en temps, qui est votre crack team, qui est votre équipe qui va chercher, explorer, trouver des idées et les proposer à l'organisation. Et pour ce faire, il faut bien sûr qu'ils ont leur bulle, en quelque sorte, qui leur permet de penser autrement. Donc, ce que je suis en train de faire ici, c'est un petit peu d'écrire quelques dynamiques qui leur permettent de penser autrement. Sauf que je pense personnellement qu'on peut faire mieux que juste avoir une équipe. On peut faire mieux, on peut les généraliser bien plus qu'entre 5-6 individus. Toutes les sociétés qu'on cite souvent comme étant très innovantes, comme Lego, comme Apple, comme Google, etc., c'est parce qu'il y a aussi l'envie de créer, l'envie d'être innovant est bien plus généralisée et bien plus étalée que simplement dans un centre qu'on appelle le centre d'innovation ou autre chose, autre nom. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à voir sur quels sont les... Si, en tant que, je ne sais pas, dans les ressources humaines ou je suis dans les... Si je veux mobiliser beaucoup de monde autour de moi et leur donner l'opportunité d'être créatifs, il y a certaines dynamiques à assurer, un certain état d'esprit. Donc, c'est un petit peu... Peut-être c'est un peu didactique. Là, je suis en train un petit peu d'énumérer certaines de ces dynamiques qui nous permettent effectivement d'être plus créatifs. Et j'aurais préféré que vous n'êtes pas assis dans des chaises comme ça et simplement en train d'écouter, mais voilà, parce que ce n'est pas très cohérent avec la dynamique que je tente de créer. Je vous donne un exemple d'une technique un peu différente du brainstorming, qui est d'adopter de points de vue qualitativement différents vis-à-vis d'une question. Donc, si on est en train de traiter une question comme, je ne sais pas, j'ai un exemple peut-être tout à l'heure, comment trouver et garder les meilleurs talents. Voilà, on veut avoir des talents, peut-être dans le sens d'innovation, potentiel d'innovation. C'est ça la question qu'on est en train de traiter. On peut faire un brainstorming, mais peut-être aussi, on se connaît tellement entre nous, on a passé tellement d'années ensemble, on a les mêmes process, les mêmes environnements, on se connaît trop. Et à un moment donné, on commence à développer une sorte de signature collective, on a une manière de penser les problèmes assez similaire et on a besoin de quelque chose, même si on fait un brainstorming, ça ne sera pas suffisant parce qu'on est déjà trop, on baigne dans la même culture, dans le même contexte, dans le même climat, etc. Donc, on a besoin de disruption des pensées. Et il y a différentes manières de disrupter les pensées. Là, ça, c'est un exemple en appelant Freebox. Voilà, ça, c'est un exemple, c'est ça? Dit-on? OK. Donc, je vous donne juste quelques exemples. C'est un petit peu... L'idée, c'est que ça, c'est des exemples qui viennent de différentes sociétés qui ont créé des packs de candidates virtuels pour leurs applications. Donc, essentiellement, vous voyez, ils sont assez différents. Les chefs d'orchestre, Stark, les dentistes. Donc, on crée des petites cartes mentales autour des personnages différents.
et on utilise ça comme disrupteur. On ne dit pas penser à la femme ménagère de 50 ans, enfin, le stéréotype qu'on utilise, qui est très bateau, enfin, qu'on utilise tous les temps pour essayer de penser aux clients. On essaie d'avoir des perspectives très décalées par rapport à notre quotidien. Parce que justement, si on pense trop à notre client, lui ou elle aussi, il baigne dans une culture un petit peu homogène, etc. Donc, on veut aussi avoir une manière non seulement d'étudier le terrain, mais aussi de disrupter ce qui est le terrain avec notre propre proposition. Donc, c'est un exemple de ce qu'on fait. Et donc, on introduit de différents points de vue, qualitativement différents. Bien sûr, ça c'est fictif, hein. C'est pas des personnes qu'on introduit là. On peut, c'est encore mieux. Mais je parle maintenant avec les ressources qu'on a dans une petite équipe où on travaille ensemble, qu'on peut créer carrément notre petite pack de brainstorming, mais beaucoup plus étalé, qui est simplement en s'appuyant sur l'intelligence créative qui nous entoure sur le moment. OK. Un quatrième facteur, la dissociation. Arthur Koestler a créé ce terme. Il parle de quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui est ce qu'on appelle l'intelligence connective. Pas dans le sens des réseaux numériques, bien sûr, les réseaux numériques manifestent l'intelligence connective, mais même au sein de notre cerveau, on est tout à fait capable d'avoir des croisées, des concepts, des idées, des objets, des produits, des domaines différents. Et pour beaucoup de théoriciens de créativité, par exemple, la créativité n'est que les croisements de choses existantes. Un croisement qui produit un troisième terme, bien sûr, une nouveauté. Et bon, on peut parler des surréalistes, bien sûr, mais ça c'est plus une plaisanterie. Mais si on puise un petit peu, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Par exemple, ça c'est l'invention de la... Oui, les codes-barres, merci. Non seulement je sèche ici, mais je sèche aussi dans la tête, il paraît. Donc c'est les codes-barres qui est né de deux inputs très différents. Les codes Morse et les bandes sonores des films. L'art, peut-être vous savez ce que c'est ça, ce que vous arrivez à voir. C'est un radiateur. Et c'est né du croisement de radiateurs. Et vous savez, cet séparateur de pièces, les paravents, oui, balinés ou indiens, qui sont très, très sculptés. Je ne sais pas si vous voyez, qui sont très beaux, très sculptés. C'est ce croisement qui a donné naissance à cet objet, qui est non seulement plus beau qu'un radiateur moyen, mais plus efficace en plus parce qu'il a beaucoup plus de surface, de diffusion de chaleur. Bon, autre possibilité ici, la fermeture éclair et la chaussure, le basket. Autre possibilité que moi j'aimerais bien trouver, parce que je voyage pas mal, donc je ne sais pas si quelqu'un l'a vu déjà, mais il y a certains qui apparemment l'ont trouvé. Alors, ça, c'est pas encore fait. Et pourtant, c'est en route. Je ne sais pas si vous avez vu, souvent dans l'aéroport, on voit les affiches HSBC, vous savez, la banque chinoise. Et ça, c'est une des affiches. Et ils disent en dessous que voilà, les nouvelles, enfin, là où on va, c'est vers les croisements du vivant avec la technologie. Avec les technologies, et on y est. Dans plein de domaines, on y est. Ça, c'est juste pour montrer que cette idée de connectivité, de croisement entre domaines qui, jusqu'à là, on traitait comme totalement séparés, ça, c'est un des drivers les plus importants de l'innovation aujourd'hui. Là, je le montre dans le sens des produits, mais ça peut être dans plein d'autres directions aussi. Un cinquième point, l'avocat des langes. Alors, l'avocat des langes, on peut le voir comme l'antidote à l'avocat du diable. C'est-à-dire que notre... Je ne sais pas si c'est spécifiquement en France, mais peut-être c'est un petit peu plus en France. On a une tendance face à quelque chose éloigné,
différents, un changement de avoir une sorte d'anxiété, si je peux dire, ou une sorte de résistance, et de dire tout de suite, comme on est intelligent, de trouver plein de raisons pour lesquelles ça ne marchera pas, ou c'est pas approprié. C'était un petit peu ça que j'ai montré tout à l'heure. Mais cognitivement parlant, ça c'est un réflexe qui ferme les dossiers tout de suite, les dossiers de réflexion. Parce qu'à partir d'idées qui a priori ne sont pas bons, comme par exemple l'aquarium, le mini-aquarium, si on ne les voit pas comme une solution, mais que simplement comme un tremplin, une sorte de forme qui peut donner naissance à des idées qui sont plus recevables, mais qui sont inspirées de ça, eh bien, là, souvent, les innovations viennent de ça. Ils viennent d'une idée extrême, c'est-à-dire qui n'est pas réaliste, mais qui inspirait un développement, une élaboration qui, effectivement, donne naissance à une vraie innovation, ou en tout cas une solution. Et l'avocat des langes, c'est un petit peu sa signature, est de dire, pas si vite, je veux voir ça de plus près, essayons d'extraire du sens, essayons d'extraire quelque chose qui est intelligent et intéressant à partir de ce point de départ. On ne le traite pas comme une solution, on le traite simplement comme un tremplin pour voir qu'est-ce qui est autour. Je donne juste un exemple ici. Ça, c'était donc, et ça n'a rien à voir avec un produit ou quoi que ce soit, c'est une résolution de problème. Donc là, c'était une tempête qui a couvert une région assez importante aux États-Unis, dans le nord-est, et il y avait l'EDF local, qui sont des sociétés privées d'électricité, d'énergie, qui étaient en face d'une crise. Et donc, il y avait effectivement une équipe de crise qui s'est réunie, non pas parce que la neige est un problème, ils ont la neige tous les temps, mais parce que la météo, la prévision de météo était qu'il y aura une montée des températures assez rapidement, là, dans les heures qui viennent, suivie d'une chute brutale, ce qui allait créer, ce qui a fait que toutes les lignes vont être givrées, couvertes de glace. Et donc là, ça, c'était réellement problématique. Parce qu'après, pour se débarrasser de la glace et les dommages que ça peut créer pour les lignes, c'était assez important. Donc, ils avaient, selon la météo, entre 24 et 36 heures pour se débarrasser de la neige de toute la région au niveau des lignes. Et bon, cette équipe de crise, ils ont essayé, ils ont pensé, ils ont réfléchi, puis dans 2-3 heures, ils ne trouvaient pas une solution avec leurs ressources et le temps qui restait. Et finalement, très similaire, une sorte de processus très similaire, coupure de la session, on fait sortir, après 1 heure, c'était un lunch à l'américaine, hein, vous savez, 45 minutes, 30 minutes, et il revient, mais un a pris du retard parce que sur le chemin, il s'arrêtait à une petite boutique pour acheter un peu de miel, parce qu'il y avait du miel dans cette région. Il achetait un pot de miel, il arrive un peu en retard à la réunion, il pose le miel, il y a quelqu'un de l'autre côté qui voit le bocal de miel, et en souriant, dit « Ah, mais voilà une solution ». Moi, je n'ai pas trouvé. Vous trouvez? Bingo! Qui a dit les ours? Je le veux comme assistant. Effectivement, il a dit, mais on n'a qu'à acheter des tonnes de bocals de miel, on va les peindre sur les pilons, ça va tirer tous les ours de la région, et ils vont commencer à monter sur les pilons, ça va faire secouer les lignes, et les neiges vont tomber. Et on va aller après prochain, jusqu'à ce que tout est nettoyé. Idée débile. Mais l'idée était débile, mais pas la solution que ça provoquait. Parce que, essentiellement, ça provoquait une sorte de réflexion autour de comment peut-on provoquer, autre que par les ours, une vibration qui monte, un rythme qui augmente jusqu'à temps que ça dépasse certains seuils et les neiges tombent. Et effectivement, ils ont trouvé tout de suite, une fois qu'ils ont compris les principes qu'ils cherchaient, ils ont passé un coup de fil aux pompiers de la région qui avaient 2 hélicoptères. Les hélicoptères sont partis,
il faisait du surplace au-dessus des lignes, assez de temps pour cumuler effectivement cette vibration. Passer le prochain. Dans 1 heure, toute la région était dégagée de la neige. Et ça, c'était à partir d'une idée qui, évidemment, ne tient pas une seule seconde. Mais souvent, c'est ça. Dans la créativité, c'est aussi ce qu'on appelle parfois la sérendipité. L'idée était géniale. Mais souvent, il y a d'autres termes qu'on utilise parfois. On utilise le terme sérendipité aussi. On raconte des choses sur les chemins dites d'exploration innovants qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a parti chercher. Et en fait, c'est plus intéressant et on trouve des innovations qui sont bien plus intéressantes que ce qu'on pensait être en train de chercher. L'histoire avec Viagra, par exemple, c'était un peu ça. C'était que Pfizer était en train de chercher des médicaments, fait des études cliniques sur des médicaments pour le cardiovasculaire, pour les problèmes cardiovasculaires. Et leurs essais, donc c'était déjà bien avancé, mais leurs essais montraient que ce n'était pas suffisamment différenciant de ce qui est déjà sur les marchés. Et ils étaient en train de retirer tous les médicaments expérimentaux parce que voilà, c'est FDA, c'est interdit de laisser des médicaments expérimentaux qui traînent partout dans la nature. Et en fait, ils n'arrivaient pas à récupérer tous les médicaments. Et quand ils étaient allés au médecin, ils disent « Mais pourquoi vous nous rendez ?» Il dit « Mais ce n'est pas nous, c'est le patient. » Et donc, finalement, ils ont eu l'idée d'interroger un petit peu les patients. Et il paraît que c'est comme ça que je te révélais que les patients, tous des mâles, enfin tous des hommes, étaient plutôt appréciatifs de ces médicaments, mais pour d'autres raisons que les cardiovasculaires. Donc, c'est un petit peu... Voilà, il y a pas mal de tâtonnements, des détours dans le processus. Et l'idée avec la créativité, c'est comment créer effectivement de situations dans lesquelles ça devient plus probable qu'on va tomber sur cette sorte de surprise heureuse qui en faisant le business as usual. Mais beaucoup d'idées géniales sont le fruit d'échecs, en fait. Hein. Sûr. Beaucoup d'idées géniales sont le fruit d'échecs. Donc, tout à fait. Avec des échecs, hein. Tout à fait. Et il y a... Donc, ça, c'est une énorme question. Les risques de l'échec, comment créer de... Est-ce que... Donc, la question, c'est jusqu'où il faut aller avant faire en arrière. Et je pense que les entreprises les plus malignes, si je peux dire, ils arrivent à créer des environnements dans lesquels l'échec fait partie du quotidien. Et ils apprennent par l'échec, mais dans des situations, disons, un peu moins lourdes au niveau investissement. Donc, ils ont leur simulation, ils ont leur prototypage, ils ont des choses, des laboratoires, on peut dire, internes, pour tester les choses avant d'aller à 100% jusqu'au client final, ou de les faire, en tout cas, dans des environnements un peu plus contrôlés ou protégés. Le vrai défi, selon moi, dans l'innovation, pour la France, je parle de la France, c'est justement de nous enseigner l'échec. Ça ne fait pas partie de notre éducation, ça ne fait pas partie de notre culture. On le disait tout à l'heure, une mauvaise note, on va la commenter pendant des heures auprès de nos enfants. On va exiger un plan d'action de bonne note, on va rarement la commenter, essayer de comprendre pourquoi ça a marché et le dupliquer. Donc voilà, l'innovation, ça suppose aussi la prise de risque, l'acceptation de l'échec et un changement de philosophie. Et ça, on a besoin d'esprit éclairé comme les autres pour nous aider. Et 5 minutes? Mais juste pour répondre un petit peu, c'est pour ça que je fais la différence entre pensée convergente et pensée divergente. La pensée convergente, il a un sens derrière le mot échec. Quand on vise, comme un toboggan, d'avoir la bonne réponse, il y a un sens. Mais quand on est dans une divergence, c'est une phase dans laquelle le concept n'a même pas de sens. On est dans un tâtonnement pour refocaliser sur une nouvelle possibilité. Et là, les règles sont complètement différentes. OK. Bon, je parle trop. Juste un dernier facteur, et là aussi je vais un petit peu contredire ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est ralentir. Ralentir. La pause créative, la coupure, l'incubation, on a besoin de ça. C'est-à-dire, si on est sur une machine à produire
le quotidien, et on a tous, je m'inclus, on est tous dans les quotidiens et dans les nez dans le guidon, etc., plus en plus rapide, plus en plus pressuré, mais du point de vue fonctionnement interne de l'entreprise, je ne parle pas du point de vue du client qui est étonné avec les iPhone 18 qui va sortir ou avec les... Non, je parle du point de vue du fonctionnement interne, il faut savoir gérer les temps. Et ça veut dire créer des espaces temps protégés pour qu'on puisse penser autrement. Parce que les penser autrement ne vient pas tout simplement en business as usual. Donc, après, on peut discuter et débattre comment organiser ces sortes d'espaces temps protégés. Mais bon, je pense que ça fait partie de la palette d'options pour les managers, pour les leaders, pour essayer de booster le potentiel d'innovation au sein de son organisation. Donc, je vais sauter ça. Mais bon, je ne peux pas le sauter. On est à 45? OK. Max. Alors, donc vous dites, mais qu'est-ce que ça a à voir, ce truc? Voilà, c'était pour votre culture générale. Comme je sais que les Français sont très œnophiles, non, c'est pas pour ça. En fait, c'est pour introduire autre chose. Ces messieurs-là, c'est un garagiste argentinien. Il a vu cette vidéo sur YouTube une nuit, il y a 2-3 ans. La nuit, il s'est réveillé en pleine nuit et il secoue son épouse, il dit « Je pense avoir trouvé une super idée pour aider avec les accouchements difficiles. » Sa femme dit « Tu me laisses tranquille, tu redors. » Ok. Donc, bon, rien. Hein. Le matin, il est obsédé, il devient obsédé avec ça. Il commence à visiter des médecins. Aucun médecin, vous voulez même un garagiste, enfin. Et finalement, il a trouvé effectivement un médecin qui voulait, il lui a donné un rendez-vous de 10 minutes pendant la pause café. Et le rendez-vous de 10 minutes est devenu 2 heures, et les 2 heures est devenu un projet ensemble. Et ils ont sorti un appareil qui était adopté par le World Health Organization, l'Organisation internationale de santé, le WHO, adopté, ils sont en train de produire par des milliers maintenant ces systèmes, parce qu'il a montré qu'on peut créer un système très simple avec les mêmes principes, où je ne vous ai même pas montré les vidéos parce que ça prend un peu de temps, mais essentiellement, on introduit, c'est un accouchement difficile, hein, donc on introduit un plastique, en gros, on met de l'air, on introduit dans le... Voilà, vous avez compris. Avec un peu d'air, ça entoure le cou de l'enfant. Et après, on tire. Avec, bien sûr, l'aide de la mère qui pousse. Alors, ces systèmes, la promesse, c'est que ça peut sauver. Vous savez qu'il y a plus que 200 000 mères par an qui meurent avec des accouchements difficiles. Évidemment, la plupart dans des pays pauvres, etc. Et il y a beaucoup plus d'enfants qui meurent aussi à cause d'accouchements difficiles. Et parce que la solution qui existe depuis 400 ans, le forceps, est extrêmement agressive par rapport aux enfants. Et l'autre, qui est le suction cap, est également assez agressif. Et de toute façon, ils n'existent pas. Ça coûte $10 pour les fabriquer. Et ils ont adapté ça. Lui, il a un prix extraordinaire de World Health Organization. Et ils sont en train maintenant de généraliser ces systèmes. Ils ont fait des tests et ainsi de suite. Et effectivement, ça marche. Et ça fait sortir des enfants sans aucun endommagement,
avec un système qui est hyper peu cher et qui n'a pas besoin de grosses connaissances techniques. Pour les hommes, je vais juste vous rappeler que l'enfant ne respire pas d'ici, hein, ça respire. Parce que souvent, c'est toujours les hommes qui disent « mais ça va l'étrangler s'il y a un truc autour du cou. » Okay. Voilà, c'est juste pour dire que... donc, je m'arrête ici. C'était juste pour vous dire, avec cet exemple, ça rentre dans ce qu'on appelle l'innovation frugale, qui commence à devenir quelque chose de très à la mode aussi. Mais on peut faire avec ces quelques facteurs. Les croisements, ce n'est pas un médecin qui a trouvé ça, c'est un garagiste. Ça, c'est typiquement les croisements entre deux domaines qui n'ont rien à voir du tout. Ça montre l'effet de l'incubation, le fait que ce n'est pas pendant qu'il regarde YouTube que c'est né. L'idée, c'était quand il a, en quelque sorte, dormait. Ça montre aussi l'impact et l'effet de fluidité mentale et de ténacité. Il faut être persistante et il faut y tenir, mais tout le monde peut le faire. Après, il faut voilà, créer les conditions, comme je disais, cette bulle protégée pour que ça puisse devenir une réalité aussi chez nous. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi pour le retard.